Bonjour, je suis Ananda Devi, je suis écrivain et je vais répondre à des questions de l'Institut français de Suède. Déjà, c'est très difficile pour moi de résumer, de me résumer ou de résumer qui que ce soit en 3 mots, mais je dirais écrivain, écrivain et écrivain. D'autant plus que être écrivain, c'est pouvoir justement euh, sortir de soi et devenir un autre, devenir l'autre. Et donc, pouvoir comme ça se projeter en l'autre, c'est les comprendre de l'intérieur, les comprendre de façon profonde. Et surtout, faut savoir que quand on écrit, on est d'une certaine façon hors identité. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse simple, parce que venant de Maurice, je suis déjà parfaitement trilingue, c'est-à-dire en français, en anglais et en créole mauricien, mais j'ai été exposée dès l'enfance à d'autres langues, y compris le telugu, qui est une langue du sud de l'Inde, donc que parlaient mes aïeux, mes ancêtres, mais aussi ma mère. Mais du fait que le français soit ma langue d'écriture, et ce depuis le moment où j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire depuis que j'ai su lire, cette écriture dans la langue française est devenue mon vrai, je dirais ma véritable géographie, mon pays, mon lieu d'existence, et aussi donc la langue, ma langue d'expression, de pensée, de fonctionnement, mais aussi, je pense, la langue de mon inconscient. Puisque j'ai perdu ma langue maternelle, je dirais que le français occupe cette place laissée vacante, ce vide, cette absence aussi de ma mère. Euh, et, et, donc, c'est aussi la langue de ma consolation. L'île Maurice, c'est mon lieu de naissance. Euh, je suis mauricienne, j'y ai vécu jusqu'à jusqu'à l'âge de 18 ans environ, et je suis partie pour mes études ensuite. Euh, Puis je me suis mariée, les circonstances de la vie ont fait que euh, j'ai vécu dans beaucoup d'autres endroits depuis, pratiquement toute ma vie d'adulte, mais j'y suis tout le temps retournée. De plus, elle est un enracinement, un ancrage, euh, une source profonde euh, d'idées, de pensées, d'histoires, d'inspiration, mais aussi le lieu où je me sens vraiment chez moi. Quand j'y vais, je reconnais dès que je descends de l'avion les odeurs, la couleur, les couleurs, euh, les verdures, la poussière, et puis toute l'atmosphère de ce pays si riche et si beau, si complexe, si difficile aussi, il faut le dire, car bon, la vie à Maurice n'a rien d'un dépliant touristique. C'est une, c'est une île qui a peut-être réussi son passage après l'indépendance, son passage dans le développement économique, etc. Mais du point de vue social, comme c'est une société qui, qui a de multiples composantes, donc d'Europe, d'Afrique, d'Inde, de Chine, donc toute une variété d'origines ancestrales, mais de langues ancestrales, de religions, euh,
de couleur de peau, de caste, de classe, enfin. Et donc réussir sur une petite île de 2000 km² à maintenir un semblant de, de vie commune, plus ou moins en paix, euh, plus ou moins harmonieuse, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, cela ne veut pas dire que ces différences-là, ces barrières-là, n'ont pas un effet néfaste, grave sur la société, sur les gens, sur la manière dont ils se regardent, dans la manière dont ils sont, dont ils vivent ensemble. Donc les différences sont souvent cachées, elles ne sont pas exprimées ouvertement, mais elles sont très proches de la surface. Donc pour moi, cette île Maurice, donc des préjugés, d'une sorte d'hostilité latente qui semble couver comme des braises sous les cendres. Et donc, mes livres comme Ève de Cédécon, comme Le Sahara vert, comme Pavli, Soupir, etc., sont des livres qui tentent de déchirer cette peau superficielle euh, de beauté idyllique ou de ce mythe de la nation arc-en-ciel, comme on l'appelle, pour faire ressortir donc, tout ce qui grouille au-dessous. Euh, je ne suis pas là pour ajouter à l'illusion touristique, mais au contraire pour être dans la vérité de l'île telle qu'elle est, telle que je l'aperçois évidemment, mais telle que la réalité aussi me la montre. Mais en même temps, même si je décris avec beaucoup de férocité, beaucoup de violence, cette société, il y a énormément d'amour dans ce que je ressens envers elle. Alors, c'est une question très intéressante à plusieurs titres. Je disais tout à l'heure que j'étais trilingue dans ces trois langues, mais que ma langue d'écriture était le français. Et donc, automatiquement, quand j'ai écrit les poèmes de Ceux du large, c'était, euh, ils me sont venus en français d'abord, avec une grande urgence parce que euh, le, je dirais même pas le problème des migrants, le fait, la réalité tragique des migrants aujourd'hui, et comme toujours, mais aujourd'hui on voit s'accélérer un peu ce processus, cette réalité tragique, elle est là au quotidien, elle nous entoure, on entend tous les jours parler de ces bateaux qui chavirent ou de gens qui sont parqués dans des espèces de camps où les conditions sont atroces. En plus, étant moi-même une arrière-petite-fille de migrants, donc qui ont aussi traversé l'océan, donc dans mon cas depuis l'Inde jusqu'à l'île Maurice, dans des conditions extrêmement difficiles, en ne sachant pas ce qui les attendait à l'arrivée, au bout. Euh, ce, Cela me rend encore plus vivant cette situation des migrants. Cela me semble vraiment impératif et urgent, donc cela m'a semblé urgent d'en parler, et j'en ai parlé de façon poétique, mais ce sont des poèmes au langage très simple qui essayent d'aller un peu au cœur de ce que je ressentais à chaque fois en voyant ces images, en apprenant ce qui se passe. Et donc je les ai écrits en français. Et ensuite, c'était en 2016, et juste après les avoir écrits, j'ai été aux États-Unis pour une tournée, donc
pour la parution en anglais de Ève de Sédécombre, justement. Et, et là, j'étais aux États-Unis, et notamment au Texas, mais aussi dans d'autres villes, au moment où on était en pleine campagne électorale et où Trump commençait à prendre une envergure qui, à mon sens, vraiment étonnante à l'époque. Je ne m'imaginais pas du tout que quelqu'un comme ça allait pouvoir être élu. Mais j'entendais sa parole très violente, sa parole raciste, sa parole de haine par rapport aux migrants, par rapport aux murs qu'il voulait construire. Euh, et, et j'ai entendu une parole d'une violence telle que, comme j'étais appelée à parler en public, je me suis dit que ces poèmes-là pouvaient peut-être me permettre d'exprimer les choses que je ressentais à ce moment-là, lorsqu'il parlait justement des murs et de la manière dont il jetterait tous les migrants hors, des États-Unis, etc. Et donc, j'ai commencé tout de suite là, pendant ce séjour, à traduire ces poèmes, ou à les réécrire plutôt en anglais. Et j'ai commencé à les lire aussi en public. Et puis, je me suis prise au jeu, et donc j'ai tout réécrit en anglais, avec des allers-retours vers le français aussi, parce que le livre n'était pas publié encore. Donc, j'ai 3 langues, donc si j'ai voulu réécrire ce texte en anglais, je pouvais aussi élargir encore plus le lectorat en les réécrivant en créole. Le créole exigeait peut-être plus de réalité, moins de métaphores. L'anglais est peut-être moins lyrique que le français. Donc tout ça devait vraiment être, disons, oui, les impératifs de ces langues elles-mêmes dictaient un peu la manière dont j'allais les traduire, en guillemets, les réécrire. Et finalement, ce qui a été le plus évident et qui était en fait totalement inconscient à mon point de vue, enfin de mon côté, c'est le titre. Alors le titre en français, Ceux du large, m'est venu tout de suite, parce que, à cause de cette idée de la traversée de l'océan. Donc ils sont un peu condamnés à être perpétuellement dans notre esprit, ou peut-être dans leur réalité elle-même, à être suspendus comme ça entre deux terres, et donc à être au large. Donc le français reste un peu peut-être neutre par rapport à ce qui va se passer après. Est-ce qu'ils vont survivre, ou est-ce qu'ils ne vont pas arriver à bon port ou pas? En anglais, le titre qui m'est venu tout de suite aussi, c'était Afloat. Et afloat, ça veut dire qui flotte, quelqu'un qui flotte. Et en général, ça a une connotation plutôt positive, euh, puisqu'en fait, on ne coule pas, on flotte, on surnage. Mais quand j'ai commencé à écrire ces poèmes en créole, le titre qui m'est venu est Ban noyé, ce qui veut dire les noyés. Et donc, le créole, du coup, ne contenait pas d'espoir. Il contenait la faim. Il contenait il contenait la tragédie en elle-même. Et ces 3 titres m'ont indiqué peut-être mon rapport avec ces 3 langues. Donc voilà pour ce rapport entre les langues, ce rapport aussi inconscient, mon rapport avec ces 3 langues. Et bon, je suis aussi traductrice de métier, donc il y a quand même à la fois un amour des langues, de la traduction, de la poésie, et aussi
3 différentes manières d'exprimer ce que je ressens envers ce sujet particulier. Merci.